iSense U8 NQ ici dans sa version 65 pouces. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce qui est sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix en matière de téléviseur LCD mini LED? Je vais vous en parler tout de suite sur la chaîne. Ce produit qui, il est sûr, a interpellé pas mal de monde sur le Discord, sur la chaîne YouTube également. On s'est posé pas mal de questions autour de cet autre téléviseur chinois, concurrent direct du TCL C89B et autres références également que l'on pourrait retrouver chez Samsung, LG et Enco. Sauf que, justement, Samsung et LG cette année ont décidé d'accentuer leur communication sur les modèles premium. Pas de téléviseur LCD, pour ma part en tout cas, envoyé en test, pas même le QN900D du côté de chez Samsung. On capitalise sur la technologie OLED. Ça fait tout simplement les bonnes affaires des constructeurs comme TCL et iSense. TCL qui a fait un véritable carton avec son C89B, un 85 pouces qui a vu son tarif baisser à moins de 1200 € à certaines périodes de l'année. Et pendant que tous les regards étaient tournés sur ce C89B, iSense, lui, nous préparait sa réponse avec ce téléviseur LCD mini LED, à savoir donc ce U8 NQ, ici reçu dans sa version 65 pouces. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les caractéristiques techniques de ces téléviseurs, avec un point important. Tout d'abord, il faut certes noter que cette famille U8 NQ est divisée en deux produits, est composée de deux produits, un 65 et un 75 pouces. Attention, il y a quand même des différences qui sont assez rares désormais, entre guillemets, chez les différents constructeurs. C'est que les deux modèles n'utilisent pas la même nature de dalle. Alors, il faut s'intéresser à ce qui se passe un petit peu plus en profondeur parce que oui, les deux téléviseurs sont de type LCD à rétroéclairage mini LED, mais on a ici sur le 65 pouces une dalle dite VA et le 75 pouces utilise lui une dalle IPS et plus précisément une variante dite ADS. Alors, c'est pas exactement les mêmes technologies. La technologie VA est massivement employée sur les télés, notamment au bénéfice des contrastes que ces dalles sont capables de produire. Là où l'IPS va plutôt avoir des choses plus favorables sur les angles de vision. Donc, je ne me prononcerai pas sur le modèle 75 pouces qui utilise véritablement une dalle différente. Attention, l'IPS ADS a pour lui aussi de promettre justement une évolution de cette technologie pour apporter plus de luminosité, mais aussi plus de contraste. Donc deux technologies différentes pour le 65 et pour le 75 pouces. 75 pouces dont la dalle devrait être fabriquée par BOE, fournisseur de dalles chinoise, mais là aussi, ce ne sont pas, selon moi, les mêmes produits. Donc je me réserverai bien de vous donner un quelconque avis qui pourrait être appliqué au 75 pouces. Je vais vous afficher de toute façon les deux fiches techniques pour que vous puissiez peut-être identifier certaines différences, mais aussi des points communs. Au chapitre des différences, d'abord, il faut savoir que le 65 pouces est équipé de 1600 zones de rétroéclairage, de local dimming. iSense, je leur ai posé la question et ils m'ont dit par zone, nous avons 2 diodes. Donc pour le 65, c'est 1600 zones, 3200 diodes. Pour le 75, c'est 2000 zones, 4000 diodes. La luminosité en pic, elle est-elle à 3000 nits. Vous allez voir que ce téléviseur ne manque pas de ressources lumineuses et comme d'habitude, vous retrouverez une deuxième vidéo sur la chaîne qui vous parlera cette fois-ci du résultat des mesures pour le 65 pouces. Sur les autres éléments qui sont communs et que l'on peut saluer et même apprécier chez iSense, c'est que, un peu comme chez TCL, ici on ne fait aucune concession sur la logique des contenus HDR. Là vous avez du HDR10, HDR10+, HDR10+, adaptive également, Dolby Vision, et Dolby Vision IQ également, et puis vous avez naturellement aussi le HLG qui est pris en compte. Tout ça, c'est géré par un processeur quad-core, alors qui porte le nom marketing de HEView Engine Pro, mais qui est en fait une puce Mediatek MT9618. Alors ça, quand on demande à Google, on nous dit que c'est en fait un Mediatek Pentonic 700, donc qui équipe une grosse partie des téléviseurs du marché, ce qui traduit également l'une des limitations techniques, c'est que si la connectivité est complète, vous lirez sans doute sur la fiche technique sur le site du constructeur que ce modèle est doté, comme le 75 d'ailleurs, de 4 prises HDMI 2.1, mais dans les faits, ce sont 2 véritables prises HDMI 2.1 pour le connecteur 3 et 4, sur lequel vous allez pouvoir brancher vos périphériques pour faire du 120 Hz et même du 144 Hz en Ultra HD. Si jamais vous utilisez un PC ou donc une console, il n'y aura pas de restriction, notamment sur la prise en charge du Dolby Vision, mais on va le voir un peu plus tard dans la partie gaming.
Concernant les tarifs, vous les avez cette fois-ci qui s'affichent juste à côté de moi. Et comme je l'ai dit, il est vrai que je pourrais comparer ce modèle à bien d'autres produits concurrents. Pour autant, j'ai décidé de me focaliser essentiellement sur ce C89B de TCL. On est sur le Hisense en 65 pouces à 1290 €, sur le 75 à 1990 € et à titre de comparaison, donc on est à 1400 et 1800 pour le produit TCL sur les tailles d'écran équivalentes. Mais c'est là que peut-être TCL pourrait vous intéresser un petit peu plus, c'est qu'ils vont jusqu'à proposer des dalles de taille supérieure, mais aussi inférieure. Alors petite mention là-dessus quand même, sachez-le que si vous nous rejoignez sur le Discord, j'avais déjà mis certaines alertes sur le 55 C89B dès le départ. J'avais dit attention, ce produit-là me semble un peu différent de l'évolution du step technologique que nous apportait le C89B. Je pense que ça se vérifie. Est-ce que c'est un mauvais produit? J'en sais rien, je ne l'ai pas testé. Je ne pense pas pour autant. Il est aujourd'hui affiché aux alentours des 800 € sur certains sites et notamment sur certaines enseignes. Je vais parler de Boulanger puisque c'est essentiellement lui qui vend ce produit. Des téléviseurs de cette série U8NQ de plus grande taille, c'est pas prévu pour l'instant, et puis surtout, à quand plus de magasins aussi qui le proposent, puisqu'on est là pour l'instant sur du Boulanger, sonvideo.com et Auchan. Bon, ça fait déjà quelques revendeurs, mais on aimerait, je pense, pouvoir le retrouver plus largement. Et il est temps maintenant qu'on passe à la suite avec un petit focus. Attention, ça va être technique. On a des dalles LCD, rétroéclairage mini LED, VA, pour le 65, IPS ADS pour le 75, mais en plus, dans le panneau, souvent, sur la chaîne, vous pouvez lire que les dalles sont de type 10 bits, Ultra HD, 4K 120. Ici, nous sommes sur une dalle dite 8 bits plus FRC, Frame Rate Control. Alors, je vais essayer de vulgariser un petit peu ça dans les grandes lignes avec ces patterns qui tournent à côté de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir effectivement que les téléviseurs qui sont 10 bits sont capables de proposer plus de gradations de couleurs. On est sur 1024 gradations de couleurs par couleur. Donc c'est-à-dire qu'on a 1024 niveaux de gradation du rouge, de bleu et de vert, ce qui nous emmène à environ un petit peu plus de 1 milliard de couleurs. Sur les dalles 8 bits, on est sur 256 nuances par couleur, donc ce qui nous fait 256 de rouge, fois 256 de bleu, fois 256 de vert, et on obtient ainsi 16,7 millions de couleurs possibles. Le but de cette techno Frame Rate Control, c'est de simuler, ou en tout cas de se rapprocher de la performance d'une dalle 10 bits. Pour illustrer mon propos, il vous faut imaginer que vous avez un point A qui représente une des couleurs, mais alors à la cave, il fait tout noir, et vous devez rejoindre la lumière au point B tout là-haut du spectre HDR en plein soleil, et en vous tenant donc à la rampe de ce fameux taux de mapping, et vous créez pour cela des escaliers qui au fur et à mesure ajoutent de la luminance à la chrominance. Dans un cas, vous en avez 256, dans un autre, vous en avez 1024, et pour une même distance à gravir, les marches seront beaucoup plus petites. Comprenez que à l'œil, la nuance de couleur sera beaucoup plus linéaire. Pour quel objectif? Tout simplement, reproduire des aplats de couleurs qui ne souffrent pas de ce fameux phénomène de banding. Le banding, c'est ce qu'on a ici, avec ces images qui tournent ici, ces mires qui tournent à côté de moi. Nous sommes ici sur le paramètre Dolby Vision IQ, et donc avec cette fois-ci une puissance lumineuse qui est à 100, et la consommation électrique du téléviseur qui est à 270. Alors les mires, évidemment, elles sont un petit peu moins lumineuses que certains contenus HDR que l'on peut avoir, mais pour autant, là on est vraiment pleine balle, entre guillemets, sur ce qu'il se passe. Et pour autant, je peux bien voir que ici, dans la simulation, dans l'interprétation du signal 10 bits, j'ai des couleurs qui sont avec un dégradé très propre par rapport, bien évidemment, à une source 8 bits où on va voir ces phénomènes avec ces petits traits, j'espère qu'on les verra bien à l'image. Et ça, c'est donc, grosso modo, une information que je vous donne, mais qui, à l'usage, sur la consultation des contenus que j'ai pu faire sur les séries, Netflix, etc., n'ont pas été un problème, ça n'a pas été un problème que d'avoir cette dalle 8 bits plus FRC. Il y a d'ailleurs un point qui est important à savoir dans tout cela, c'est que même si justement on a dans les dalles 10 bits cette capacité à proposer au-delà de ce fameux milliard de couleurs, et donc ces 1024 nuances de teintes
pour chacune des teintes justement, eh bien il faut savoir que les contenus qui nous sont diffusés aujourd'hui, contenus cinéma, séries, etc., sont eux basés sur du 16 à 235 et donc on est sur 220 nuances de couleurs par teinte tout simplement. J'ai envie de dire, on peut relativiser ce point sur ce fait qu'on soit sur du 8 bits FRC, mais naturellement que plus la dalle est performante et théoriquement comme techniquement, mieux ce sera. Pour autant, encore une fois, à l'usage, comme ici au constat que je peux faire ici avec Semir, eh bien ce n'est pas très grave. En tout cas, ça ne semble même pas grave du tout, puisque le procédé qui est ici appliqué par Hisense fait ses preuves. C'est un petit peu technique, mais ça c'est pour ceux qui justement auraient identifié ce point spécifique des caractéristiques techniques et qui se poseraient des questions. Je vais maintenant aborder le design qui n'a pas fait l'unanimité auprès de la communauté, notamment à l'occasion de ce live diffusé sur la chaîne, mais vous savez ce qu'on dit sur les goûts et les couleurs. En fait, Hisense adopte généralement un design un peu spécifique pour l'intégration de ces enceintes. Et en l'occurrence, déjà sur le modèle plus de 100 pouces, 110 pouces qui était présenté à l'IFA, et bien sur le côté du TV, on sait que les enceintes systématiquement prennent une place assez importante, qui les intègrent dans des cavités, un truc bien visible, et c'est un peu aussi la même chose ici sur les enceintes qui sont en partie basse du TV. On a ici un petit bandeau qui est perforé et qui en fait renferme également les enceintes. Alors du coup, l'avantage, c'est que c'est vrai qu'on a un son qui est assez directionnel, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est aussi une zone qui, entre guillemets, peut attirer de la poussière qui est peut-être pas du goût de tout le monde. Sur le pur design du produit, eh bien, il est vrai aussi que TCL tente à proposer quelque chose peut-être d'un petit peu plus premium aussi. C'est souvent un petit peu mieux fini. Ce qui, ici, sur le téléviseur de chez Hisense, fait un petit peu moins premium, avec notamment un téléviseur plus épais. Bon, Hisense n'a peut-être pas les mêmes opportunités de créer justement ce type de panneau, ce type de châssis plus fin pour des téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED. On sait que TCL est très proche de CSOT, donc il y a sans doute aussi, TCL et CSOT, donc on sait qu'il y a peut-être aussi de l'optimisation de ce côté-là. Le Hisense est plus épais, ce qui va lui permettre aussi peut-être d'être meilleur sur la partie audio, et je vous le dis, pour ma part, je trouve que c'est légèrement un peu mieux du côté de chez Hisense, mais ça se tient à pas grand-chose. Les bordures sont, elles, assez fines. Vous remarquerez aussi qu'on a ici un pied central avec une base métallique ici, pied central qui propose 2 réglages en hauteur. Je vous indique la deuxième hauteur la plus haute, puisqu'ici il est dans sa position la plus basse, et sachez que l'on est sur 3 cm ici en position la plus basse pour le bas de la dalle. On est environ à 6 cm pour le bas de l'image. Alors c'est vrai que du coup, moi j'aurais aimé qu'il soit un petit centimètre, 1,5 cm encore plus bas pour être vraiment au ras de mon meuble. Bon, voilà, c'est un point de détail. Peut-être que quelque chose gêne derrière au niveau de l'électronique normalement, mais vous avez également une deuxième position haute. Pied central qui n'est pas rotatif, bien entendu. Certains d'entre vous le savent, je suis assez sensible à la logique de câble management et on retrouve ici de quoi soigner quelque peu la chose à l'intérieur du pied avec un passe-câble, mais il n'est pas super large. Il y a toutefois matière à bricoler la chose pour ensuite repositionner correctement le cache en plastique. En revanche, il faut savoir qu'il n'y a rien à l'arrière du TV lui-même, et dans le cadre d'une installation murale, eh bien, ça pourrait vous manquer. C'est un peu dommage, je pense que ça aurait pu faire la différence et que ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher à Hisense. Pour finir, je vais vous partager quelques mots sur la télécommande avec une bonne idée, c'est que les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, etc., eh bien, elles sont en position basse. Donc, quand on va regarder la TNT avec le tuner TNT du TV, eh bien, ça va être assez rapide d'accès. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va retrouver les raccourcis vers Rakuten, YouTube, Prime Video, Netflix, Vida Services, Vida Channels et Disney. Et puis, au milieu de tout ça, on a, comme d'habitude, la petite molette, curseur directionnel, etc. Et puis, Hisense nous a dit, on va vous faire une télécommande solaire. Voilà, merci, Samsung peut-être les a inspirés là-dessus. On sait que la Zapette de chez Samsung a un panneau solaire dans le dos et qu'en plus, elle se recharge par le biais des ondes réseau. Alors moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai jamais eu besoin de recharger les télécommandes de chez Samsung. En même temps, je les ai pas très longtemps non plus. Et puis, toutes sont surtout dotées d'un port USB type C pour les recharger. C'est aussi le cas de cette Zapette de chez Hisense. En tout cas, on n'a plus de piles à changer. C'est une batterie à recharger. Concernant toutefois ce petit panneau solaire, eh bien, je regrette un élément, c'est qu'il est intégré en façade sur la télécommande. Alors, peut-être que Hisense s'est dit, on va le mettre là parce que c'est moins sujet au choc que quand on va poser sa télécommande comme ça. Bon, c'est vrai que du coup, le panneau solaire, s'il était derrière, il serait un petit peu peut-être exposé à de la dégradation. Enfin, voilà.
Mais là, pour le coup, le sujet, c'est qu'il retient super bien les traces de doigts. Donc, c'est pas très élégant. Concernant la qualité de l'image, eh bien, tous ceux qui sont d'ores et déjà présents sur le groupe de discussion Discord, ou si jamais vous avez vu le live qui, encore une fois, eh bien, comparait ce modèle au modèle de chez TCL, le C89B en 65 pouces, eh bien, vous avez déjà mon point de vue dans les grandes lignes. Alors, évidemment, depuis, j'ai continué à l'utiliser et donc je vais apporter quelques précisions. Mais quelle claque. Vraiment, là, franchement, ce HiView Pro Engine, qui est en fait une puce Mediatek et l'expérience de chez Hisense, fonctionne bien. On est vraiment sur un téléviseur qui a toute sa place sur le marché des TV 65 pouces. Ensuite, on préférera soit avoir du Google TV, soit du Vida, soit un Look, soit plutôt un autre. Et surtout, on préférera d'avoir peut-être une typologie, une approche de l'image à la TCL ou à la Hisense. Ce qui me plaît sur le modèle de chez Hisense, c'est sa reproduction de l'image qui est plus douce. Comprenez qu'on est sur quelque chose qui est un peu moins punchy, peut-être un petit peu moins saturé, peut-être un petit peu moins exagéré, etc. Sur l'aspect colorimétrie, reproduction de l'image, qu'est-ce que je te mets devant les yeux, comment je te valorise le piqué, la netteté, l'approche vraiment de cette image un peu décorrélée du traitement, puisque nous l'avons vu régulièrement dans les échanges que j'ai pu avoir encore une fois avec les gens sur la chaîne, le traitement processeur chez Hisense doit encore un petit peu évoluer. Moi, je n'ai pas eu trop de problèmes sur mon 65 pouces, mais certains qui ont craqué pour le 75 et le 85 notamment, ont assez vite identifié certains soucis qui les a tout simplement menés vers l'utilisation d'un boîtier externe, une Shield TV, une Apple TV, une Fire TV Cube, etc. Mais je vais arrêter de parler de TCL pour en revenir à notre Hisense, parce que lui, il ne m'a montré aucun de ses défauts. Il en est ici sur la boucle du labo de Jay. Jean-Antoine, si tu nous regardes, je te salue. Et surtout, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube du labo de Jay, allez-y, vous allez voir, il fait des reviews de Blu-ray et il propose des contenus, notamment les coulisses du remastering de Astérix et Obélix. C'est un régal, donc absolument, allez-y. Et vous pourrez même télécharger cette boucle Dolby Vision ou HDR10 si vous le souhaitez, mais surtout si vous le faites depuis son site internet, allez lui mettre un petit message sur sa chaîne YouTube et abonnez-vous, surtout si vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Donc ce Hisense, je le trouve beaucoup plus polyvalent. Pour autant, je vais compléter mon point de vue sur cette qualité de l'image par un point bien spécifique, c'est que si l'image m'a plu pour son approche plus douce et son traitement processeur qui me semble un peu moins faillible, ou voire moins faillible en tout cas chez Hisense que chez TCL, il y a des choses qui fonctionnent mieux chez TCL. Je l'ai dit, c'est plus punchy, c'est plus accrocheur, c'est plus le truc quand on va le voir dans un magasin, on va se dire « Oh là, c'est quoi qui se passe là-bas ?» Chez Hisense, la philosophie est un petit peu différente et ça se vérifie aussi lorsqu'on commence à multiplier certains contenus où quand on les compare, on se dit « Ah là, TCL, ils ont une meilleure maîtrise de la diode, une meilleure maîtrise du rétroéclairage. » Il y a ce petit boost de colorimétrie et de luminosité aussi en plus. Et je le rappelle, le 65 C89B, c'est 3300 nits de puissance lumineuse annoncée en pic avec un mode boost, etc. Vous pourrez retourner voir le test de ce téléviseur. Mais on n'y est pas sur les mesures, comme ici le Hisense aussi qui annonce 3000 nits. Mais là aussi, dans la mesure, on n'y est pas. Et puis surtout, chez TCL, c'est 1344 zones, donc 1344 diodes. Ce modèle, il est censé faire mieux avec 1600 zones, 3200 diodes, puisqu'ils nous disent on a 2 diodes par zone, ce qui me permet cette fois-ci de me dire vous êtes sûr de cela? Parce que, lorsqu'on a fait notamment le live, où on a comparé les deux télés, systématiquement, on avait quand même l'impression que ce TCL était légèrement au-dessus, et ça peut se vérifier. Pour autant, la ressource est telle qu'à aucun moment, pour l'un comme pour l'autre, on se dit qu'il manque de la luminosité, qu'il manque du contraste, etc. Et concernant les contrastes, justement, j'ai l'impression que ce traitement peut être un petit peu plus agressif, ou en tout cas cette meilleure maîtrise de la diode et du rétroéclairage que nous propose ici TCL, est aussi au bénéfice d'une certaine manière des angles de vision. Parfois, sur le Hisense, on se dit « Ah tiens, c'est bizarre, ça s'éteint un peu plus vite, c'est un petit peu plus fadasse, etc. » Et puis d'autres vont se dire « Ok, c'est juste une image un petit peu plus reposante. » J'ai regardé des séries, notamment un petit peu plus dans la pénombre. On a l'impression que le gris est un petit peu plus délavé. Et là, on se dit « Bon, ok, le Hisense, le TCL fait quand même un peu mieux. » Mais on se dit, on a toujours en tête, on se dit « Est-ce que ce TCL et ses micro-saccades va pas nous être un problème alors qu'on a déjà tellement de performances sur les deux télés ?»
sur le rétroéclairage, sur les couleurs, voilà, ça va être très très dur de les départager. Et puis il va y avoir d'autres éléments qui vont mettre, encore une fois, qui vont pointer peut-être des petites spécificités sur le Hisense. On va se dire, ah, il y a un truc, ça va pas. Typiquement, lorsqu'on regarde une série sur Netflix, eh bien on va aller lancer la série et on va avoir le menu en haut à gauche de l'image qui va s'afficher avec cette fameuse catégorie d'âge à respecter, etc. Et on va avoir un gros bandeau de rétroéclairage mal maîtrisé. C'est un défaut d'interprétation lié à cette application de streaming qui va nous afficher un truc très moche. Pour autant, lorsqu'on regarde une série et qu'on a les bandes noires, je n'ai pas noté de réelle fuite de lumière, etc. Donc très très difficile de départager ces deux téléviseurs. D'autant que, eh bien encore une fois, lorsqu'on va commencer à fouiller dans les menus de chez Hisense, eh bien on va retrouver des choses qui nous font bien plaisir et qui manquent notamment aux téléviseurs de chez TCL. Vous le savez que TCL, c'est effectivement des modes Dolby Vision, des modes Dolby Vision IQ, des modes film, mode IMAX également. C'est des choses qu'on va retrouver sur ce téléviseur de chez Hisense, mais on va aussi retrouver différents modes HDR, on va retrouver des modes filmmaker, on va retrouver aussi surtout des options beaucoup plus précises et beaucoup plus efficaces qu'on n'aura pas chez TCL. Donc en gros, il est possible d'améliorer assez significativement aussi la qualité de l'image sur ce téléviseur Hisense. Et je tiens à vous le préciser, le temps que l'application YouTube se lance, je tiens à vous le préciser que à la maison, eh bien la famille, mes enfants en l'occurrence, ont eu tendance à préférer l'image du téléviseur TCL parce que justement un petit peu plus punchy, un petit peu plus dynamique. Voilà, ils ont plus accroché sur ce rendu-là. Moi, j'ai trouvé que le rendu un peu plus doux, un peu moins faillible encore une fois, parce que je pense que les différents sujets que j'ai pu voir sur les groupes de discussion, sur le traitement, etc., c'est quelque chose que Hisense maîtrise mieux. Ici, on est en mode HDR dynamique, et vous allez voir que je vais juste basculer en mode filmmaker. Je suis volontairement revenu sur YouTube parce que ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire sur le Blu-ray, enfin sur la boucle du labo de Jay, puisqu'on était sur du contenu Dolby Vision et que je n'aurais pas eu accès à cette option. Il y a quelques options à activer, comme sur le TCL, la gestion du local dimming que l'on va laisser en fort, etc. Les réglages à retenir, ce sont ceux-là. La courbe de contraste, alors désolé, le téléviseur est à nouveau revenu un petit peu lumineux, mais vous avez les images d'illustration. On a ici la courbe de contraste et l'amélioration du détail des contrastes qui vont être activés. C'est en mode lumineux, regardez ce qui va se passer. Voilà, vous voyez un peu le peps que ça vous apporte. Et là, si j'améliore également le niveau donc d'amélioration des détails dans les ombres, eh bien là aussi, ça va bénéficier au contenu HDR simple. Ce ne sont pas des options que vous allez pouvoir activer avec des contenus Dolby Vision. Ça, pour moi, ce sont les deux options qu'il va vous falloir avoir en tête. Et là aussi où Hisense fait mieux, c'est sur la partie netteté de l'image. Encore une fois, vous l'avez ici, la compensation de mouvement qui peut être désactivée en mode homogène, en mode standard, en mode net, en mode film ou en mode personnalisé. Dans le mode personnalisé, vous allez avoir le choix pour la partie réduction des saccades et réduction du flou. Là aussi, vous pourrez à tout moment intervenir dessus. Moi, j'ai trouvé le mode homogène tout à fait polyvalent pour de la consultation de contenu. Par exemple, je regarde des choses genre Top Mécanique, Vintage Garage, ce genre de choses, des contenus plutôt en plateau où parfois on peut avoir une séquence un peu rapide, des contenus comme les Drive to Survive sur Netflix ou des choses voilà, plus liées, Car Masters, voilà, des contenus où vous allez avoir de l'incarnation de personnages, pas des contenus cinématographiques au sens cinéma et ou série. Ça fonctionne bien et bien entendu, après, vous pouvez aussi aller sur le mode film. Le mode net, je trouve que ça peut aussi provoquer des choses un petit peu plus discutables, mais l'homogène est assez polyvalent et le mode film également fonctionne bien. Et ça, je trouve que ce que nous propose ici Hisense fonctionne mieux que ce que nous propose TCL. En tout cas, je trouve qu'on a ici un Hisense qui nous propose vraiment beaucoup d'options qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Et c'est peut-être là-dessus que du coup, eh bien, les deux constructeurs ont leur mot, enfin en tout cas ont une image à proposer, ont une expérience à proposer qui vraiment se tient, les deux modèles se tiennent pour moi dans un mouchoir de poche, parce que voilà, c'est deux approches un peu différentes avec des contenus qui fonctionnent bien.
Il y a plus de taille d'image chez TCL, c'est un petit peu plus dynamique, comme je vous l'ai dit, ça marchait mieux à la maison, mais aussi parce qu'à la maison, ils n'ont pas vu tous ces micro-défauts que moi j'ai pu voir parfois, parce qu'on me les a pointés, on m'a dit, tiens, regarde à cet endroit-là, La Belle et le Dragon, à 8 minutes, ça déconne, il y a des micro-saccades. Et donc j'y suis allé et j'ai dit, ah ouais, en effet, il y a des micro-saccades. Donc j'ai mis les deux en parallèle et dit, oh, en fait, chez iSense, il n'y a pas du tout de micro-saccades. Et puis j'ai regardé des contenus YouTube, j'ai regardé des contenus Blu-ray, j'ai regardé des séries en streaming, etc. Tout va bien, d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu, mais dans la partie fiche technique, je vous l'ai mis, je pense que j'ai mis un petit warning là-dessus. On est sur une connectivité Wi-Fi 6E qui va être très intéressante pour justement accéder rapidement à tous ces contenus en streaming. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense que là où le TCL va être un petit peu plus aguicheur, un petit peu plus flatteur au sens un petit peu plus punchy, il va attirer un petit peu plus l'œil, vous allez avoir cette impression d'être très proche aussi parfois d'une reproduction de l'OLED avec des noirs profonds et des couleurs bien saturées. Pour autant, lui, n'en démord pas, surtout si vous êtes prêt à régler un petit peu le TV, et c'est ça le truc, c'est que l'un comme l'autre, ce sont des téléviseurs qui vont être un peu moins chers que la concurrence, et posez-vous vraiment la question de faire calibrer ce genre de produit. Alors pour en avoir discuté avec Cédric Louis, qui de HC Calibrage, lui me dit clairement que ces produits chinois, entre guillemets, ont besoin encore de maturer un peu là-dessus, sur les options que ça propose, etc. Mais c'est bon, franchement, aujourd'hui, ces marques-là, elles nous proposent une expérience cinéma, l'un comme l'autre, dans les mouvements, etc., dans tous ces... Moi, je me suis régalé. Dans un cas comme dans l'autre, je me suis régalé, avec, j'insiste quand même, je pense que là-dessus, on a moins de mauvaises surprises potentielles, c'est-à-dire qu'on aura peut-être moins besoin d'aller chercher un player externe, à moins qu'on n'adhère pas avec le système d'exploitation sur lequel, vous en doutez, je vais revenir un petit peu plus tard en détail. Vous le savez, les résultats des mesures sont elles aussi à retrouver dans une vidéo dédiée, car c'est un gros morceau. Toujours plus gros même, je dirais, puisque j'ajoute parfois certaines mesures. Néanmoins, permettez-moi déjà de vous annoncer qu'on revient de loin sur le sujet chez iSense, avec un TV ici en l'occurrence, pour lequel j'ai mesuré un pic de luminosité de 2561 nits à 10% et une étonnante, voire même bluffante fidélité des couleurs en mode HDR Filmmaker avec un delta E de 0,83. C'est assez exceptionnel et le pire c'est qu'il y a sans doute encore mieux à faire pour améliorer les résultats parce que la dynamique et le taux de mapping sont perfectibles comme la couverture DCI-P3 en sortie de carton. Bonne nouvelle, iSense semble avoir travaillé sa copie par rapport à ses anciens modèles et c'est pourquoi je tenais ici à vous mentionner que de ce côté-là, vous n'aurez pas de problème, mais rendez-vous néanmoins dans une vidéo dédiée avec en plus la comparaison avec le C89B. En attendant, je vous propose un petit interlude. Autre chapitre, autre usage, le gaming, point très important aussi, je l'ai dit, on peut monter jusqu'à de l'Ultra HD 144 Hz. Je vais juste revenir ici pour vous montrer ce que iSense a aussi apporté côté logiciel, à savoir cette Game Bar qui va nous livrer
l'essentiel des informations. Elle nous livre l'information ici sur le compteur de FPS, on voit qu'on est à 119,88, que le HDR est coupé, c'est bien normal puisque la console n'est pas en mode jeu et donc du coup le HDR n'est pas activé. Et puis ensuite on a ici quelques options avec ici ce 0 activé qui, attention, est un espèce de bug de traduction, je vais y revenir tout de suite. Le point de visée qui lui va vous permettre quand vous serez en jeu d'afficher la fameuse mire crosshair. Et ensuite on a ici une petite option qui est le zoom de la carte que vous voyez affiché juste en haut. Ici, il est en mode désactivé. Il peut être positionné à gauche ou à droite. Je vais le mettre à droite pour que ce soit plus facile pour moi. Et en fait, vous avez ici tout simplement le choix de vous déplacer dans l'écran. Et bien là, tout simplement, si vous avez votre point central, votre réticule de votre arme, vous allez pouvoir avoir ici un gros zoom pour être sûr que vous êtes bien pile poil entre les deux yeux de vos adversaires. Ici, on est dans le mode standard. Il y a un mode Black Myth Wukong, je vais y revenir. On a un mode FPS, un mode RPG, un mode RTS et un mode sport. Lorsque je suis dans le mode standard, je vais pouvoir laisser les fonctionnalités gaming activées, mais appliquer le choix du profil d'image. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, je suis bien en 144-120. Là, si je lance le jeu, je vais pouvoir tourner en Ultra HD 120. Mais je suis en mode filmmaker. Voilà, par exemple, je vais revenir, vous allez voir. Hop, je vais aller vérifier, regardez. Je suis bien en Ultra HD 120. La console coche toutes les cases, mais j'ai le mode d'image filmmaker. C'est d'ailleurs pour ça que la luminosité s'est réduite. Et si j'y retourne, je peux aller dans tous les paramètres. Mode d'image, si je vais réinitialiser, attention, la luminosité était à 45, hop, j'ai un petit boost de lumière parce qu'elle passe à 60, parce que je ne suis pas en mode HDR, mais lorsque le contenu va basculer en HDR, boum, la luminosité va grimper. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous allez retrouver la fidélité des couleurs d'une certaine manière de vos modes filmmaker, de vos modes cinéma, etc. si vous le souhaitez, parce qu'en fait ici, tout est disponible. Cinéma, économie d'énergie, dynamique, sport, voilà. Donc vous allez, si jamais vous n'avez pas un titre qui est très compétitif, entre guillemets, pouvoir choisir d'appliquer ce mode jeu sur les modes d'image. Voilà. Le petit 0 qui était ici au milieu de la game bar, c'est en fait l'activation de cette fonction permet d'adapter le taux de rafraîchissement du moniteur, donc du téléviseur ici en l'occurrence, avec le taux de rafraîchissement de la carte graphique, donc là ils mettent FPS, ok, donc les frames per second, afin d'éliminer les déchirures, saccades à l'écran. Donc les fameux phénomènes de tearing. Et ça, c'est tout simplement l'activation de la fonctionnalité VRR, l'auto-low latency mode également, c'est pas mentionné ici, mais je pense qu'on y est. En tout cas, j'ai testé sur du Counter-Strike, j'ai testé sur du jeu de Formule 1 ici sur la console, Counter-Strike sur le PC, j'ai testé également sur Black Ops aussi, puisqu'il vient de sortir, je me suis pas mal régalé, franchement ça le fait très très bien. Alors je suis joueur clavier-souris, donc je l'ai fait sur le Razer Blade, et j'ai testé aussi sur Black Myth Wukong, puisque je vous ai dit que l'on a ici ce mode Black Myth Wukong. Éditeur chinois, constructeur chinois, en fait, les deux constructeurs se sont associés au moment du développement. En fait, c'est une espèce de campagne qui je suis clairement passé à côté pour ma part. Et ils m'ont dit, bon, on n'a peut-être pas assez communiqué là-dessus, mais voilà, Hisense s'est associé à l'éditeur du jeu pour créer ce mode d'image qui, pour moi, ne me convient pas du tout. Voilà, c'est un peu un fail, c'est-à-dire qu'ils mettent ici un mode dédié à l'image et en fait, lorsque je l'active, je trouve que l'image est ultra délavée, c'est pas beau, ça me convient pas. Enfin, voilà, je préfère encore utiliser le mode jeu standard ou alors appliquer peut-être certains réglages à l'image, mais pour moi, le mode Black Myth Wukong n'est absolument pas valorisant. C'est pour moi absolument pas quelque chose qui va permettre de bénéficier de tout le travail qui a été fait là-dessus, et notamment au travers aussi du NVIDIA DLSS 3.5, toutes les logiques de path tracing, de ray tracing qui sont vraiment assez sublimes lorsque l'on a un beau téléviseur ou un beau moniteur dessus. Le jeu est vraiment beau. C'est vrai que la fluidité de l'image est là, par contre elle est là, quels que soient les titres d'ailleurs. J'ai très vite retrouvé mes marques sur Counter-Strike, j'ai très vite pu apprécier également Call of Duty, le Black Ops, puis j'ai pu me faire plaisir aussi sur F1 2024. Donc dans l'ensemble, un mode gaming qui tient la route. Je vais juste passer de l'autre côté pour qu'on fasse la mesure de l'input lag pour voir si tout va bien. L'input lag, c'est la latence qu'il y a entre le moment où la prise HDMI reçoit le signal et le moment où la dalle l'affiche. Ici, un boîtier avec une sonde photosensible et on voit qu'on est sur 24 millisecondes.
Donc j'ai fouillé pour essayer d'atteindre les moins de 10 millisecondes annoncés par Hisense ici sur l'input lag. J'ai rien trouvé d'extrêmement probant et pour autant il y a un truc qui me frustre un peu, c'est que regardez, là on est en mode FPS, on est à 24 millisecondes, je vais le basculer en mode standard, on reste à 24 millisecondes et en fait mon conseil c'est tout simplement de vous dire, mettez-vous en mode standard, allez ensuite dans les paramètres d'image, parce que c'est le seul moyen entre guillemets d'y accéder. Ensuite, vous allez dans paramètres mode d'image, vous allez dans paramètres avancés, vous allez dans mouvement et vous allez activer ici ce mode taux de rafraîchissement élevé qui est lié au mode jeu, mais qui n'est même pas dans les options gaming. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. On aurait aimé que ce soit par exemple ici, mais ce n'est pas le cas. Et surtout, on aurait aimé qu'il s'active automatiquement. Tout ça pour vous dire qu'une fois activé, eh bien on va y gagner très légèrement. On va tomber à 20,8 millisecondes. Et surtout, ce qui se passe, eh bien, c'est que si je sors de ce mode standard et que je vais chercher le mode FPS, je vais relâcher la source, je clique sur menu, je vais dans les paramètres, vous voyez que je ne peux plus accéder ici au mode d'image. Et pour autant, eh bien, même si je suis en mode FPS, je vais cliquer, j'affiche et on va voir qu'il va bien être aux alentours des 20,8 millisecondes. Donc cette option mériterait d'être activée automatiquement lorsque le mode jeu est activé. Regrettable lorsqu'on sait effectivement que eh bien, TCL fait beaucoup mieux et puis LG, Samsung, etc. Aujourd'hui, beaucoup sont sous les 10 millisecondes. Ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est très grave? Eh bien, pour ma part, je n'ai pas constaté de latence particulière dans les différents jeux que j'ai pu faire. Je suis pas sûr qu'on fera de ces téléviseurs un téléviseur pour des titres très compétitifs. Ce sera du loisir et du loisir de qualité parce que j'insiste, j'ai pu me faire plaisir. Mais il est vrai que là-dessus, Hisense a des progrès à faire. Vida U 7.6, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup? Vida U, ou faudra-t-il systématiquement, obligatoirement, lui coupler une box externe? On va essayer de répondre à cela. Il y a déjà des choses qui sont un peu étranges. Par exemple, là, quand je suis sur la page d'accueil, que je clique sur le petit menu sandwich de la télécommande, eh bien, je ne peux pas accéder au choix des réglages d'image. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il va falloir que j'aille activer le mode économie d'énergie, parce que si je vais ici réinitialiser les paramètres du mode d'affichage, voilà, je réinitialise, je ressors, et vous allez voir en fait que moi je trouve que la luminosité du télé est trop importante. Là, je suis sur une télé qui consomme 75 watts, qui m'envoie de la puissance lumineuse qui, pour moi, n'est pas justifiée ici sur la page d'accueil. J'aurais voulu que le truc puisse exploiter notamment ce qui est disponible ici dans les menus, dans les paramètres avancés, dans luminosité, et que le capteur de luminosité qui est ici activé soit un petit peu plus agressif, en tout cas dans le cadre d'utilisation ici. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Tout ça pour vous dire que je vais basculer ici le téléviseur en économie d'énergie, ce qui me permet non seulement de tomber à 50 watts, c'est largement suffisant. Dans la pénombre le soir, vous allez vous dire « Ouh, je suis agressé !» Et je ne peux pas baisser la luminosité très efficacement, assez rapidement, le truc ne fait pas le job. Donc bon, voilà. Donc déjà, il y a un truc qui, là-dessus, me chafouine un petit peu. Et vous avez vu, c'est quand même un petit peu mieux. Et puis le truc qui va m'agacer, vous le savez, le truc qui m'agace sur la chaîne, c'est ça, là. Non mais moi, la télé, je l'ai acheté. Je paye une redevance télé. Ce que j'ai envie, c'est de consommer mes contenus. Je ne veux pas être pourri par ces espèces d'énormes barres publicitaires qui sont là, qui défilent, et voilà, les systèmes d'exploitation TV. Et mangez-vous les pubs. Et même si on est chez Hisense et qu'on a un système d'exploitation qu'on revendique comme étant un truc maison, comme LG, comme Samsung, on a le droit à ces pubs. Alors oui, il y a des menus pour ça. Je crois que c'est dans annonces personnalisées. Voilà, c'est désactivé. Alors, je peux l'activer pour avoir des annonces plus personnalisées. Ici, on a ensuite les services de visionnement améliorés qui vont aller étudier ce que vous consultez pour ensuite vous proposer des contenus. Là aussi, allez, donne-nous tes informations. Donc, outre ce grand bandeau publicitaire, en haut, on a ensuite une première rangée d'icônes avec les applications et les propositions de contenus associés
pour chacune des apps. Celle de Netflix me propose par exemple de reprendre des contenus. Alors j'en ai ici quelques-uns qui m'appartiennent, les autres sont des pures suggestions qui ne m'intéressent pas spécialement. En fait, assez rapidement, on fait le tour des applis, mais il est vrai que l'essentiel y est. Enfin, j'imagine. Cela dépendra pas mal des besoins que vous aurez. On a certes du Netflix, Prime, Disney, Apple, Canal, Paramount, TF1+, M6, RMC, Max, Molotov, RMC Sport, Plex et même SFR TV. Et d'ailleurs, j'ai contacté iSense sur les évolutions qu'on pourrait attendre et il semblerait que le constructeur s'active pour proposer les autres applications des offres opérateurs. Reste que sur la Home, eh bien, j'aurais aimé que l'expérience soit un petit peu plus personnalisable. Comprenez, eh bien, qu'en l'état, on ne peut par exemple pas déplacer les différentes lignes des propositions de contenu. Et là encore, eh bien, je peux me rendre compte que dans les différentes propositions de contenu, en l'occurrence ici associées à YouTube, eh bien, on a pu voir dans cette vidéo que j'ai pas mal sollicité mon compte avec les vidéos de Costa Rica 4K, etc. et qu'elle ne figure même pas sur la Home. Ici, lorsque je sélectionne l'application de YouTube, la proposition de contenu qui est associée juste en dessous, eh bien, ne m'intéresse pas du tout. Comme on l'a vu ensemble tout au long de cette vidéo, eh bien je trouve quand même que les menus sont dans l'ensemble plutôt faciles d'accès. Alors oui, certains mériteraient d'être mieux légendés, parfois mieux organisés, comme on l'a vu avec les options gaming qui sont un petit peu dispatchées à différents endroits, mais néanmoins je me suis quand même rendu compte que j'ai rapidement pris mes marques, pris possession de cette arborescence et que le niveau d'interaction possible avec les différentes options et les liens avec le processeur sont assez intéressants, assez efficaces. Il est vrai pour l'instant que iSense ne pousse pas vraiment tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. On a certes des options du côté des modes cinéma, mais on a encore assez peu de choses, enfin des modes d'image, on a encore assez peu d'interventions sur les fonctionnalités IA du côté de l'audio. Chez Samsung, on va retrouver par exemple OTS+, Ava, c'est pas des choses qu'on retrouve encore ici. Peut-être que ça viendra. En tout cas, on trouvera aussi des options pour personnaliser la colorimétrie de la dalle, mais ça c'est un truc que je réserve plutôt aux initiés, et je vous rappelle que vous allez prochainement avoir une vidéo dédiée aux résultats des mesures de ce téléviseur. À noter enfin qu'on trouve aussi la prise en charge de l'assistant vocal Alexa, en plus de VidaVoice qui vous permettra aussi de réaliser quelques commandes vocales, mais sachez-le par exemple eh bien, que vous ne pourrez pas demander du contenu à Netflix, le service vous dira que ce n'est pas compatible. Une fonctionnalité donc à ajouter peut-être à VidaU, mais VidaU qui néanmoins, eh bien, je le précise aussi, est compatible avec Apple AirPlay et HomeKit. Donc vous l'aurez compris, VidaU ce n'est pas un OS parfait pour le moment, mais ça progresse et je ne doute pas que certains aimeraient voir débarquer certaines fonctionnalités spécifiques, pourquoi pas peut-être des fonctions de casting ou autres, et d'ailleurs n'hésitez pas à alimenter le débat sur le sujet dans les commentaires. Voilà, c'est là-dessus que s'achève mon grand test du téléviseur TCL iSense 65U8NQ, sans oublier que, bien évidemment, il y a la deuxième partie de ce test avec le résultat des mesures qui vous attend. Alors, soit c'est d'ores et déjà dans la description, soit c'est à venir. Mais on a, pour finir, les points positifs et les points négatifs qui s'affichent juste à côté de moi, avec, je pense, au top de tous ces points positifs, la partie rapport qualité-prix. Alors ça veut tout et rien dire, c'est juste que ça veut dire que, bah voilà, pour le tarif qui nous est demandé ici, 65 pouces à 1290 €, j'espère qu'il sera activé, enfin qu'il bénéficiera de promotions notamment pour le rendre encore plus compétitif lors d'un célèbre Black Friday, ou autant que possible en tout cas, et que iSense va en plus élargir ses canaux de distribution, parce que pour l'instant c'est encore un peu court, donc un bon rapport qualité-prix. On y est aussi sur bien les performances globales, parce que bah, c'est cool en mode cinéma, c'est cool pour les séries, c'est très bien aussi pour le gaming. On a vu qu'il y avait cet input là qui du coup figure peut-être dans les points négatifs, mais qui à l'usage ne m'a pas particulièrement dérangé, sans doute aussi parce que j'utilisais d'ailleurs des sources à 120, 144, donc on sait que l'input lag va être en plus divisé par 2 par rapport à ces 20 millisecondes, donc 10 millisecondes, on est impeccable, donc j'ai pas constaté de vrais sujets là-dessus, mais je vous le mets quand même dans les points négatifs, pourquoi pas. Et ensuite, on a naturellement un autre point qui va figurer là aussi parmi les points faibles plutôt, eh bien, c'est le système d'exploitation, tout réactif et tout performant qu'il est, notamment dans les options de réglage, dans les menus. Eh ben, on a quand même ce manque de certaines applications. Je finirai sur ces quelques images du labo de Jay, vraiment n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne si vous le souhaitez pour bénéficier de cette boucle en Dolby Vision et en HDR10. Et naturellement, je ne l'ai pas reprécisé, mais quand je parle de polyvalence sur le
sur le mode gaming, la polyvalence, elle s'apprécie aussi par la compatibilité de tous les supports HDR et par la puissance lumineuse qui est disponible ici, que l'on peut ensuite, en plus, maîtriser un petit peu presque à sa guise, ou en tout cas au niveau de sa patience que l'on aura pour aller ajuster les différents menus. Allez voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, vous retrouverez dans la description les liens qui vous mèneront vers le groupe de discussion Discord. On a passé les 1000, bravo, merci à tous. On est plus de 1000 sur Discord, ouais, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Donc ça échange très régulièrement et aucun doute que pendant la période du Black Friday, ça va s'affoler, surtout que désormais, eh bien, j'ai un petit moteur comparateur de prix qui, je pense, va être largement utilisé dans cette période. Donc j'ai hâte de voir un petit peu tout ça, comment ça va se passer. N'hésitez pas dans la description aussi, lorsqu'il sera disponible, le lien qui vous mènera vers la vidéo résultat des mesures de ce Hisense, mais aussi le live. N'oubliez pas qu'on a fait un live là-dessus, comparaison avec le TCL C89B dans sa version 65 pouces aussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!